Sénateur Cormier. Merci, Madame la Présidente. Sénatrices, sénateurs, Périclès, un homme politique de la Grèce antique, né vers 495 avant notre ère, affirmait, et je cite, « Toutes les bonnes choses de ce monde affluent dans la cité, en raison de la grandeur de la cité. » Fin de la citation. Cet homme d'État a sans doute offert à la capitale grecque, Athènes, sa période la plus éclatante, grâce au soutien qu'il a apporté aux arts, à l'architecture, à la philosophie et à l'instauration de la démocratie, possédait une vision dont nous pouvons sans doute nous inspirer aujourd'hui. C'est avec cette pensée en tête que je prends la parole au sujet d'une interpellation de la sénatrice Paula Simons, attirant l'attention de cette Chambre sur les défis et possibilités auxquels font face les municipalités canadiennes et sur l'importance de comprendre et de redéfinir les relations entre les municipalités et le gouvernement fédéral. Je tiens d'abord à reconnaître que nous sommes situés sur les terres non cédées de la nation algonquine Anishinaabe, un endroit où beaucoup de municipalités sont nées. Collègues, nous sommes conscients que les municipalités canadiennes font actuellement face à de nombreux défis au niveau économique, social et culturel. Enjeux qui m'interpellent particulièrement en ce qui a trait aux droits de la personne. La pauvreté grandissante, le nombre de sans-abri dans certaines de nos villes, notamment ici à Ottawa, le manque de logements abordables, la violence envers les communautés marginalisées et les femmes, pensez pour ces femmes de Polytechnique, les besoins en transport collectif, l'impact des changements climatiques dans nos vies, autant d'enjeux qui nécessitent des actions concrètes pour renforcer la capacité des villes à mettre tout en œuvre pour que les Canadiennes et Canadiens qui y vivent puissent s'y épanouir en santé et en sécurité. Bien qu'Ottawa soit notre lieu de travail où nous servons collectivement les meilleurs intérêts de tous les Canadiens, nos communautés d'un océan à l'autre jouent un rôle essentiel dans nos vies, que ce soit dans ma ville natale de Caraquet au Nouveau-Brunswick, à Kelowna en Colombie-Britannique ou à Iqaluit au Nunavut. Nos municipalités contribuent à façonner nos identités culturelles et linguistiques. C'est l'endroit où nous vivons. C'est l'endroit où nous travaillons, célébrons, élevons nos enfants, aimons et imaginons notre avenir. En tant que niveau de gouvernement le plus proche des citoyens, les municipalités sont aussi l'endroit où nous pouvons exprimer nos griefs sur une myriade de questions comme le transport en commun, les services d'eau et d'égouts, le contrôle des animaux, l'entretien des routes et la gestion des déchets. Il est tout simplement consternant que ces instances démocratiques soient confrontées à tant de défis aujourd'hui. Le premier de ces enjeux est sans contredit l'inégalité de statut des municipalités par rapport aux provinces, un statut inscrit dans la Constitution canadienne et réaffirmé par les tribunaux. L'expression « créature des provinces » communément associée aux municipalités émane du partage des pouvoirs législatifs conformément à l'article 92.8 de la loi constitutionnelle de 1867, prévoyant que les municipalités relèvent du pouvoir des législatures provinciales. Ce sont donc des lois provinciales qui créent ces entités en délimitant notamment leur pouvoir d'intervention. Juridiquement, les provinces ont la capacité de modifier la structure et le mode de gouvernance des municipalités, que ce soit la composition d'un conseil municipal ou même les pouvoirs d'un maire. Si ce manque d'autonomie politique est un frein à leur développement, ce n'est malheureusement pas l'unique enjeu que rencontrent les municipalités canadiennes. Elles doivent notamment composer avec des sources limitées de revenus, dépendant largement des gains provenant des taxes foncières, une situation qui a des impacts démesurés sur la prestation des services publics. De ce point de vue, nombreuses sont les municipalités qui rencontrent des défis dans la livraison des services en matière culturelle et linguistique. Aussi, il est indéniable que le soutien du gouvernement fédéral en ces matières est crucial et attendu. J'attirerai donc votre attention aujourd'hui sur le rôle essentiel que jouent les municipalités canadiennes à l'égard des langues officielles et du secteur des arts et de la culture, en donnant quelques exemples issus de ma province, le Nouveau-Brunswick, et en mettant en relief comment le gouvernement fédéral peut et doit être un véritable partenaire de celle-ci. Nos municipalités ont effectivement un rôle de premier plan à jouer dans la protection et la promotion de nos deux langues officielles. Certains régimes linguistiques provinciaux et territoriaux prévoient d'ailleurs des obligations spécifiques en matière de langues officielles aux institutions municipales. À titre d'exemple, au Nouveau-Brunswick, si la population de la langue officielle minoritaire d'une municipalité atteint au moins 20% de sa population totale,
La loi provinciale sur les langues officielles exige l'adoption et la publication d'arrêtés municipaux, y compris l'offre de services et communications prescrites par règlement dans les 2 langues officielles. Madame Dawn Arnold, mairesse de la ville de Moncton au Nouveau-Brunswick, ville bilingue, a d'ailleurs affirmé ceci relativement à l'impact des langues officielles sur le développement économique, social et culturel de sa ville, et je cite « Moncton mise énormément sur le respect de ces 2 communautés linguistiques et notre statut bilingue est un élément de grande fierté. L'économie de Moncton est florissante en grande partie grâce à la présence d'une main-d'œuvre bilingue pour soutenir la capacité des entreprises à fournir un service exceptionnel à leur clientèle, à générer une plus grande activité économique et à favoriser la création d'emplois. » Et elle continue, « Bilingualism also leads to Le bilinguisme engendre également le développement d'infrastructures comme des écoles, des établissements d'enseignement postsecondaire, des hôpitaux pour accueillir cette population unique. Un segment de marché pour les produits et les services en français est aussi créé, comme les activités culturelles, les restaurants, les services comme la traduction, services à la clientèle, services bancaires, etc., permettant ainsi à notre collectivité de rayonner pleinement. » Fin de la citation. Le gouvernement fédéral contribue aussi à la prospérité des municipalités canadiennes grâce à la loi sur les langues officielles fédérales, qui est de nature quasi constitutionnelle, faut-il le rappeler. La partie 7 de cette loi est vitale pour assurer la pérennité et la survie des communautés de langue officielle en situation minoritaire, qui sont une partie intégrante des municipalités de notre pays. Elle prévoit notamment un engagement explicite de la part du gouvernement fédéral de favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones et d'appuyer leur développement. Au Nouveau-Brunswick, à titre d'exemple, la mise en œuvre de cet engagement s'est traduite en 2018 par un investissement du gouvernement fédéral de 776 000 $ pour appuyer un projet de gouvernance afin d'améliorer l'offre de services en français par l'intermédiaire de projets de regroupements municipaux. Une mesure positive qui favorise l'apport des municipalités au développement, à l'épanouissement et au rayonnement de la francophonie canadienne. Il faut savoir, collègues, que la modernisation actuelle de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick constitue la plus importante réforme entreprise dans cette province depuis le programme Chance égale pour tous, adopté dans les années 60 sous le gouvernement du premier ministre acadien Luigi Robichaud. Avant la réforme actuelle, approximativement un tiers de la population du Nouveau-Brunswick ne vivait pas dans une municipalité, mais plutôt dans des districts de services locaux administrés par le ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux, des structures qui permettaient l'administration et la prestation de services locaux aux régions de la province qui n'étaient pas constituées et qui donc n'avaient ni maire ni conseiller. Cette réforme attendue depuis longtemps et qui aspire à un meilleur idéal démocratique assure une transformation majeure de la gouvernance de ma province grâce à une réduction du nombre d'entités locales et une francisation des noms de certaines entités, réaffirmant ainsi l'importance du patrimoine linguistique et culturel de nos communautés. Cette initiative reconnaît explicitement l'apport des municipalités dans le développement et l'épanouissement linguistique, culturel, politique et économique de notre province et de nos régions acadiennes. J'en profite d'ailleurs pour remercier le gouvernement du Nouveau-Brunswick d'avoir entrepris cette importante réforme. Et j'offre mes plus sincères félicitations aux membres des conseils municipaux de ces nouvelles entités élus tout récemment. Pour revenir à la loi sur les langues officielles, je soulignerai que la partie 7 de cette loi prévoit également que Patrimoine canadien peut prendre des mesures pour, et je cite, « encourager et aider les gouvernements provinciaux à appuyer le développement des communautés minoritaires francophones et anglophones en général, et en particulier à offrir les services provinciaux et municipaux en français et en anglais. » Fin de la citation. La mise en œuvre de cette disposition a notamment donné lieu à la signature d'ententes avec les gouvernements provinciaux pour aider les municipalités à offrir des services et des communications dans les 2 langues officielles, comme la traduction des règlements municipaux. Nonobstant la partie 7, en vertu de la partie 4 de la loi, les membres du public ont le droit de recevoir des services d'une institution fédérale dans la langue officielle de leur choix, notamment s'il existe une demande importante pour ces services dans cette langue ou si la vocation du service le justifie. Comme nous le savons tous, le gouvernement fédéral est en train de moderniser la loi sur les langues officielles
afin de mieux atteindre l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada par le biais du projet de loi C-13 qui comprend certaines dispositions qui touchent directement ou indirectement à la vitalité des municipalités. Le projet de loi C-13 apporte des précisions sur la nature de l'obligation des institutions fédérales, dont les ministères fédéraux, de prendre des mesures positives pour mettre en œuvre certains engagements du gouvernement fédéral, dont celui visant à favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones dans certains secteurs stratégiques. Chers collègues, prendre des mesures positives pour soutenir les secteurs qui sont essentiels à la vitalité des communautés minoritaires francophones et anglophones contribue également à rendre les municipalités plus dynamiques et plus robustes. En d'autres termes, le développement des communautés minoritaires de langue officielle est tout autant un catalyseur de croissance pour les municipalités canadiennes, que ce soit sur le plan économique, social ou politique. Nos municipalités canadiennes, particulièrement en région, font aussi face à un défi important touchant le déclin démographique de leur population. L'immigration est déterminante pour affronter cette problématique qui ne fait que s'intensifier d'année en année. Le projet de loi C-13 prévoit l'adoption d'une politique en matière d'immigration francophone. Cette disposition, qui contribuera sans doute à contrer le déclin démographique, aura vraisemblablement une incidence dans le fonctionnement des municipalités, y compris dans le milieu associatif francophone, que ce soit à l'étape de l'accueil, de l'intégration ou de la rétention des immigrantes et immigrants. Au-delà des langues officielles, il est incontestable que les arts, la culture et les industries culturelles sont de véritables vecteurs de développement, d'épanouissement et de rayonnement de nos municipalités canadiennes et que le gouvernement fédéral a aussi un rôle important à jouer dans ce domaine. Avant mon arrivée au Sénat, j'ai eu le privilège de diriger les États généraux des arts et de la culture dans la Société acadienne du Nouveau-Brunswick, un projet sociétal majeur visant l'aménagement culturel des territoires de la société acadienne de cette province. Une approche de développement selon laquelle tous les secteurs de la société ont été mis à contribution pour élaborer et réaliser des initiatives d'intégration de la culture, des arts et du patrimoine dans leur territoire. Ce projet d'envergure réalisé par l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick est financé par les gouvernements fédéral et provincial avec comme objectif d'élaborer une stratégie globale pour l'intégration des arts et de la culture dans cette société. En d'autres mots, concevoir une politique culturelle nationale pour le peuple acadien. Aujourd'hui, la mise en œuvre de cette stratégie globale est en cours et a provoqué des changements importants en Acadie. Les municipalités néo-brunswickoises de différentes tailles se sont dotées de politiques culturelles grâce à un projet d'accompagnement et de formation financé partiellement par Patrimoine canadien. Ces politiques culturelles ont permis d'ancrer les arts et la culture dans plusieurs secteurs clés au sein des municipalités, que ce soit celui du tourisme, de la santé, de l'éducation ou de l'économie, contribuant ainsi au développement économique, social et culturel de nos régions. M. Guy Chiasson, le maire de la municipalité de Balmoral, au nord du Nouveau-Brunswick, qui a bénéficié de ce projet et s'est doté d'une politique culturelle, a affirmé ceci, et je cite, « La mise en place d'une politique culturelle pour et par les gens de ma communauté a permis à notre municipalité de se développer dans plusieurs domaines, tant au niveau économique, social que culturellement. » Fin de la citation. Alors, une évidence s'impose, collègues. Le soutien aux partenaires communautaires des municipalités par le gouvernement fédéral est une manière concrète pour celui-ci de contribuer au développement et à l'essor de nos municipalités. Je me voudrais de terminer cette allocution sans reconnaître que les municipalités canadiennes peuvent jouer un rôle déterminant dans la diplomatie culturelle du Canada. En 2019, le Comité sénatorial permanent des langues étrangères, des affaires étrangères et du commerce international a effectué une étude importante à ce sujet. Dans son rapport intitulé « La diplomatie culturelle à l'avant-scène de la politique étrangère du Canada », il recommande, et je cite, « que le gouvernement du Canada examine les possibilités permettant d'accroître ou d'améliorer la collaboration et la coordination avec les provinces, les territoires et les municipalités en matière de diplomatie culturelle. » Fin de la citation. L'utilisation des ressources culturelles présentes dans nos municipalités d'un bout à l'autre du pays peuvent et doivent être au cœur des initiatives de diplomatie culturelle qu'entreprend le gouvernement fédéral. À ce propos, si nous avons souvent tendance à cibler les grandes villes, je tiens à réaffirmer l'importance pour le gouvernement fédéral de faire tout en son pouvoir
pour appuyer et soutenir davantage les villes de petite et moyenne taille qui occupent l'ensemble du territoire canadien et qui sont de véritables moteurs de développement culturel, économique et social pour notre pays. Collègues, voilà autant de manières pour le gouvernement fédéral de soutenir nos municipalités canadiennes. Il y aurait encore beaucoup à dire quant au rôle fondamental que jouent ces municipalités dans l'essor de notre pays. Les relations fédérales, provinciales et territoriales sont déterminantes pour assurer le développement des municipalités. J'émets donc le souhait que les différents instruments dont disposent ces différents paliers de gouvernement prennent pleinement en compte les besoins de nos municipalités. En terminant, je citerai à nouveau Périclès, qui a dit, et je cite, « Il n'est point de bonheur sans liberté, ni liberté sans courage. » Alors, collègues, ayons donc le courage de travailler ensemble pour renforcer les relations entre le gouvernement fédéral et nos municipalités canadiennes, afin que nos concitoyennes et concitoyens puissent y vivre heureux et s'y épanouir en toute liberté, et que nous puissions y créer, comme l'a proposé la sénatrice Odette, des espaces de rencontre, de reconstruction, de co-création, où nous pourrons ensemble rêver notre pays que nous appelons chez nous. Merci.